heures pour terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut. Les autorités qui nous gouvernent, par définition, avaient, disons, l'intention, avaient la conviction plutôt, que l'affaire des fusillés, pour l'exemple, était définitivement réglée avec ce que Hollande, aidé par le rapport Pro et l'interprétation qu'il en a faite, aidé aussi, hélas, par un certain nombre d'historiens qui étaient associés à cette commission Pro, des gens d'ailleurs avec lesquels on a pu travailler, considérait donc que la mise en place d'un dispositif, comme on dit maintenant, interactif, entre ceux qui consultent les bases de données quelque part dans une pièce des invalides et l'apparition sur l'écran, sur les écrans du dossier, disons, choisi pour voir ce dont il s'agit à propos du fusillé, étant donné que chacun pourrait, en son âme et conscience, juger si le cas du fusillé en question méritait réhabilitation ou ne mérite pas réhabilitation. La chose étant purement personnelle, en quelque sorte, un jugement purement personnel, ne faisant pas l'objet d'une mesure générale, collective et publique. Donc il pensait que ce dispositif serait suffisant pour arrêter l'intérêt que nous avions porté, et, enfin nous n'étions pas les seuls, mais nous étions porteurs, disons, de cet intérêt avec nos amis de l'Arac, avec nos amis du mouvement de la paix, avec nos amis de l'Union pacifiste, et j'en passe, pour demander, pour exiger la réhabilitation collective. Il pensait donc que les choses étaient closes, que c'était fini, que la porte était refermée, que la réhabilitation, c'était comme ça qu'elle s'opérerait, et pas autrement. Eh bien, il faut bien qu'il aurait été obligé de constater qu'il n'en est rien, que le dossier est toujours ouvert, et que, y compris au niveau d'instances élues relativement élevées, eh bien, on continue à se prononcer pour la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. C'est dire la force de cette cause humaine. Et je ne veux pas évoquer, bien entendu, tout ce qui est autour de cette cause. Mais nous avons de plus en plus de témoignages extrêmement puissants, extrêmement émouvants, de gens qui sont des héritiers, petits-fils, petits-neveux, arrière-petits-neveux, de soldats qui ont été fusillés, pour l'exemple, et qui n'acceptent toujours pas que leurs ancêtres n'aient pas été réhabilités et ne soient pas réhabilités. Ça, c'est un moteur profond, c'est un moteur essentiel de cette bataille que nous menons. Et j'ai évoqué ça parce que, à mon avis, ce n'est pas détachable de ce combat qui se poursuit pour que des instances élues prennent position. Et je voudrais donc donner des éléments de bilan. Je montrerai tout à l'heure sur certains points les limites de cette estimation, mais il y a au moins des choses qui sont très claires. Nous avons pour le moment 31 conseils généraux qui ont pris position pour la réhabilitation. Je ne vais pas les énumérer, ça serait trop long. Nous avons 7 conseils régionaux qui ont pris position pour la réhabilitation. Et voilà, déjà un bilan très important, à mon avis. Et j'aborderai l'autre point, qui est plus problématique parce que, comment dirais-je, il est lié un peu à ce qu'est le libre penseur. Le libre penseur, par définition, pense, il est libre, et il ne se sent pas obligé de rendre des comptes. Et c'est un peu dommage pour celui qui doit centraliser, disons, les choses, et ce qui est mon cas. Et je n'ai donc qu'une vue extrêmement partielle de ce qui a pu être fait en matière de démarche auprès des conseils municipaux pour obtenir des vœux, des délibérations. Voilà, alors c'est comme ça que je limite un peu
comment dirais-je, je relativise les informations que je n'ai pas, et je laisse un peu place à l'extrapolation, sinon à l'imagination, pour vous donner une idée de ce qui, de ce point de vue, peut être observé. Alors, d'après les estimations, d'après les données que j'ai, et les extrapolations que j'ai pu faire, le chiffre de ces prises de position, de ces vœux qui ont été adoptés dans différents conseils municipaux, tournerait autour de 4 à 500 prises de position. Mais je le répète, mes données sont très lacunaires, et je citerai les meilleures performances connues de moi en provenance de quelques départements où la comptabilité est précise, et elle est non seulement précise, mais elle est connue de moi. Alors je sais par exemple que dans l'Allier, ils en sont à 42, je sais que dans l'Hérault, ils en sont à 47, je sais que dans le Tarn, ils en sont à 15, mais si je me fie donc à ces meilleurs résultats, ceux qui ont été obtenus, que je viens de citer, vous voyez qu'il y a quand même une fourchette importante entre 47 et 15, je crois pouvoir dire que, reprenant les chiffres que je vous citais tout à l'heure, les prises de position tourneraient autour de 4 à 500 prises de position. Ce qui, en soi, n'est pas mal, mais on peut faire mieux. Parce que, à mon avis, et c'est le deuxième aspect de l'intervention que je voudrais faire, 2 tâches sont devant nous. La première, alors elle est devant nous en général, et devant moi en particulier. Première, relancer dans les fédérations l'orientation vers les conseils municipaux pour le vote de délibération favorable à la réhabilitation collective par la République. Je dis bien, cette formule, réhabilitation collective par la République, me paraît aujourd'hui la meilleure formule. Parce qu'elle couvre, je dirais, les situations. Il y a eu un moment où des choses ont pu être dites tout à fait qui sont respectables, mais aujourd'hui, il faut être plus précis, réhabilitation par la République. Donc ça, c'est le premier point. Que les fédérations reprennent ce dossier, le prennent à bras-le-corps et vraiment le portent. Parce que dans les conseils municipaux, dans les municipalités, je crois qu'on peut obtenir d'excellents résultats. Et deuxième tâche, qui, alors celle-là me concerne, et concerne aussi David, parce qu'on est deux quand même à travailler, et puis Nicole, ça fait 3, demander aux fédérations de centraliser de façon aussi précise que possible les résultats déjà enregistrés dans ce combat. Alors, je demande aux camarades de ne pas considérer ça comme du bureaucratisme tatillon. Je demande aux camarades de considérer ça comme un élément de centralisation nécessaire à la cause humaine que nous défendons. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire, et je vais laisser la parole à Nicole. Merci. Bon, comme vous le savez, chers camarades, le congrès de Nancy de la Libre Pensée a décidé de construire un monument pour les fusillés pour l'exemple. On a donc pour cela fondé une association dont le nom exact est Association pour l'érection d'un monument en hommage aux fusillés pour l'exemple, dont la déclaration officielle a été faite en janvier 2015, et l'ouverture du compte également au cours de cette année. Donc les dispositions matérielles sont prises, si je puis dire. Nous avons pris des contacts avec les sculpteurs au cours de cette année et nous avons actuellement 5 projets de monuments. Alors, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que des sculpteurs se sont proposés spontanément en trouvant sur Internet, par exemple, qu'on avait pris cette motion et trouvant intéressant de se consacrer à cela. Et puis d'autres que j'ai contactés ont trouvé aussi intéressant de ce projet. Alors, nos exigences pour le monument sont les suivantes. Un monument grand, qu'on voit de loin, c'est-à-dire qu'il fasse 4 mètres de haut à peu près, qu'il soit en pierre,
parce que, comme vous le savez, ce monument, on veut qu'il soit placé sur la ligne de front. Et sur la ligne de front, dans l'Aisne, par exemple, à Crahane, le monument qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années a été volé au cours de l'année. C'était un monument en bronze, il a été volé pour être fondu. C'est un monument qui pesait quand même 1,5 tonnes. Et donc les voleurs ont pris leur disposition pour pouvoir faire cela. Donc nous voulons être à l'abri d'une telle mésaventure. Donc nous demandons un monument en pierre, 4 mètres de haut, et un monument qui soit figuratif. C'est-à-dire, nous souhaitons qu'il ne soit pas nécessaire qu'il y ait 3 panneaux autour pour expliquer les intentions du sculpteur, mais qu'il puisse attirer l'attention, interpeller le passant, comme on dit, qui puisse se poser ainsi la question. Alors nous allons choisir parmi les projets reçus au cours du premier trimestre 2016 et à partir de là, on pourra lancer la campagne d'une façon plus précise qu'elle ne l'avait fait jusque-là. Alors il nous faut également un terrain pour poser ce monument et donc des discussions avec des contacts pris avec des mairies sont en bonne voie, même si pour l'instant ça n'est pas complètement abouti. Alors comme dirait Rabelais, les nerfs de la guerre sont les pécunes. Et c'est vraiment le point important, à savoir, il faut donc collecter beaucoup d'argent pour ce monument. Nous avons, disons, décidé qu'à partir d'un don de 50 €, il y aurait déduction fiscale. Et donc, ce qui signifie, je ne vais pas prendre 50 parce que ce n'est pas divisible par 3, mais si par exemple on fait un don de 60 €, ça veut dire qu'on ne donne réellement que 20 €, puisque 40 € seront déduits par la suite. Alors, on contacte bien sûr tous les particuliers, et je ne saurais trop vous inviter à contacter, d'abord à verser vous-même, si ce n'est déjà fait, mais aussi à contacter tout autour de vous, parce que comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'on trouve un écho important pour ce projet. J'ai été par exemple invitée il y a 2 mois à accompagner un groupe d'un village qui voulait visiter le chemin des dames et avoir quelques explications. Donc c'était une association d'un village et à la fin de cette journée, l'association a versé pour le monument par exemple. Et je pense qu'on peut contacter ainsi des associations. Il y en a déjà qui ont versé, mais d'autres peuvent le faire. D'autre part, je crois que les municipalités, en même temps qu'on peut leur demander de prendre position pour la réhabilitation, on peut leur demander aussi de participer à la construction de ce monument. Notamment, je pense, les municipalités. Alors moi, je pense pour le département dont je viens, à savoir le département de l'Aisne, toutes les municipalités dans lesquelles il y a eu des fusillés, qui en général, actuellement, font mettre des plaques, enfin, s'intéressent à la question. Et donc, on peut le voir. Et puis, partout, les municipalités qui ont pris position pour les fusillés, et puis les autres, celles qui ne l'ont pas encore fait. Je pense aussi, on n'a pas dit encore un mot, les syndicats. Cette année, un certain nombre de syndicats, de prise de position d'union départementale, des syndicats Force ouvrière, CGT, sont venus dans les manifestations. Et là aussi, je crois qu'on peut faire appel à eux et aux syndiqués. Voilà. Donc, je ne sais pas si sur la table là-bas, il y a les papiers qui permettent de prendre les... Non, on me fait signe que non. Mais normalement, c'est rappelé dans beaucoup de numéros de La Raison, ça va l'être bientôt. Et donc, si vraiment on veut verser, c'est pas très difficile. Bon, on arrive à la fin de cette session et donc du colloque, et je pense qu'il faut conclure. Pour conclure, je vais vous proposer une déclaration finale du colloque. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas une résolution à discuter et à voter, c'est simplement une déclaration qui enveloppe en fait l'ensemble des interventions, des contributions, et qui donc permet de résumer en quelque sorte ce que nous avons fait, nos travaux. Elle sera soumise à votre acclamation collective. Si personne n'applaudit, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, mais ça m'étonnerait. Mais comme ça, personne n'est engagé individuellement. On n'a pas besoin de faire des amendements précis sur certaines phrases. Donc je vous le lis. Donc déclaration finale du colloque de Saint-Nazaire.
qui s'appelle, je vous le rappelle, Bulletin déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et toutes les guerres, unissez-vous. Le troisième colloque, troisième parce qu'il y avait donc eu Soissons et Franchès. Le troisième colloque 1914-1918 de la libre pensée s'est tenu à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il a rendu hommage à tous ceux qui, par un moyen ou un autre, ont manifesté leur opposition à la guerre et à la boucherie impérialiste. Les participants ont réaffirmé que le droit de dire non à la mort et aux tueries était un droit imprescriptible pour l'humanité en lutte pour sa survie. Les mutineries, les désertions, les fraternisations, l'objection de conscience sont la marque de la conscience humaine qui agit pour la liberté et le droit de disposer de soi-même comme l'entend chaque être humain. C'est le principe démocratique du respect de l'absolue liberté de conscience que nous honorons à l'occasion du 110e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Dieu que la guerre est jolie », ou comme Erich von Falkenhayn, le commandement suprême de l'armée allemande en 1416, même si nous devions sombrer, de toute façon, c'était beau. La guerre n'est jamais belle, ni jamais juste, elle n'est que barbarie et massacre. Quelle justification pourrait-on trouver dans l'offensive Nivelle au chemin des Dames pour conquérir des positions que l'état-major allemand avait prévu d'abandonner quand Hindenburg et Ludendorff réorganisaient le front ouest de façon plus rationnelle? Cette inutilité imbécile d'un général fusilleur coûta la vie à 200 000 soldats français et à 4 000 soldats russes de la 1e et 3e brigade du corps expéditionnaire russe. Devant de tels faits, comment ne pas comprendre les mutineries et le soulèvement des soldats russes qui, organisés en soviet, réagirent ainsi à la révolution de février et à la révolution d'octobre 1917 en préparation. La tuerie atteignit aussi les troupes canadiennes où périrent 66 665 soldats et les troupes américaines qui comptèrent 53 402 tués. La réprobation des tueries et de la barbarie fut internationale dans toutes les tranchées, sur tous les fronts. C'était l'écho des manifestes internationalistes de Zimmerwald en 1915 et de Kiental en 1916. Voici ce que disait Zimmerwald en septembre 1915, il y a donc juste 100 ans. Prolétaires d'Europe, voici plus d'un an que dure la guerre. Des millions de cadavres couvrent les champs de bataille. Des millions d'hommes seront, pour le reste de leurs jours, mutilés. L'Europe est devenue un gigantesque abattoir d'hommes. Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de cette guerre, une chose est certaine, la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l'impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation de vivre de l'exploitation du travail humain et des richesses naturelles de l'univers, de telle sorte que les nations économiquement arriérées ou politiquement faibles tombent sous le joug des grandes puissances, lesquelles essayent dans cette guerre de remanier la carte du monde par le fer et par le sang, selon leurs intérêts. Les capitalistes de tous les pays qui frappent dans le sang des peuples la monnaie rouge des profits de guerre affirment que la guerre servira à la défense de la patrie, de la démocratie, à la libération des peuples opprimés. Ils mentent. La vérité est qu'en fait, ils ensevelissent sous les foyers détruits la liberté de leur propre peuple en même temps que l'indépendance des autres nations. De nouvelles chaînes, de nouvelles charges, voilà ce qui résultera de cette guerre, et c'est le prolétariat de tous les pays, vainqueurs et vaincus, qui devra les porter. Prolétaires, depuis que la guerre est déchaînée, vous avez mis toutes vos forces, tout votre courage, toute votre endurance au service des classes possédantes pour vous entretuer les uns les autres. Aujourd'hui, il faut, restant sur le terrain de la lutte de classe irréductible, agir pour votre propre cause, pour le but sacré du socialisme, pour l'émancipation des peuples opprimés et des classes asservies. Ouvriers et ouvrières, mères et pères, veuves et orphelins, blessés et mutilés, à vous tous qui souffrez de la guerre et par la guerre, nous vous crions, par-dessus les frontières, par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc c'était Zimmerwald. C'était hier, et la guerre c'est aussi aujourd'hui. Tous les continents sont confrontés aux expéditions coloniales. Hier, les fauteurs de guerre prétendaient apporter la civilisation. Aujourd'hui, ils osent dire que la guerre est pour la démocratie. Ils mentent. Les participants au colloque de Saint-Nazaire ont entendu les nombreuses contributions sur les mutineries, désertions, insoumissions à différentes époques dans différents pays, France, Allemagne, Russie,
Algérie, Palestine, Israël. Ce sont toujours les mêmes qui tuent, ce sont toujours les mêmes qu'on tue. Comment ne pourrait-on pas penser comme Albert Einstein ? La bêtise, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et il y connaissait quelque chose. Les participants au colloque de Saint-Nazaire tiennent solennellement et publiquement à rendre hommage à tous ceux qui, un jour, ont dit non à la guerre, non aux tueries et non au massacre. Ce colloque leur est dédié. Après avoir donné la parole aux associations membres du collectif de Saint-Nazaire pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de 14-18, les participants au colloque ont rendu hommage à Nicolas Fossier, qui a habité à Saint-Nazaire jusqu'à sa mort en 1992. Militant pacifiste, anarchiste, antimilitariste, Nicolas Fossier était président du groupe de Saint-Nazaire de la Libre Pensée. Les participants au colloque de Saint-Nazaire entendent poursuivre leurs actions incessantes et fécondes pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Ils appellent les militants pacifistes internationalistes à multiplier les démarches pour amplifier les prises de position des conseils généraux, 31 à ce jour, des conseils régionaux, 7 à ce jour, on a mis 6, mais apparemment c'est 7, et des communes. Donc le nombre sera inscrit après discussion avec Pierre, qui exigent cette réhabilitation collective. Les participants au colloque de Saint-Nazaire remercient les nombreuses organisations syndicales ouvrières qui exigent de concert cette réhabilitation collective. Les participants au colloque de Saint-Nazaire appellent tous ceux qui se reconnaissent dans la cause de la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple, à intensifier la collecte des fonds nécessaires pour que soit érigé un monument en leur hommage sur la ligne de front. Saint-Nazaire, le 29 novembre 2015. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va